Nous allons vous parler du système constructif de la Grande Arche de la Défense. C'est un bâtiment de bureau emblématique du quartier d'affaires de Paris. C'est l'architecte danois Johan Otto van Spreckelsen qui a dessiné cette arche en 1982 lors d'un concours international d'architecture s'appuyant sur la notion d'axe dans l'urbanisme parisien et sur le caractère grandiose et historique du projet mis en compétition. Les travaux ont débuté en 1985 et l'inauguration a eu lieu en 1989 pour le bicentenaire de la Révolution française. Johan Otto van Spreckelsen ne verra pas le bâtiment achevé de son vivant. C'est l'architecte français Paul Andreu qui sera responsable de la suite de la construction. Nous allons tout d'abord aborder l'aspect général. Dans son ensemble, la forme de cette arche ressemble à un cube évidé de 110 mètres de hauteur, 108 mètres de largeur et 112 mètres de profondeur. En effet, le plafond et les deux immeubles verticaux sont quasiment identiques. Les deux parois de 35 étages accueillent des bureaux et le toit des espaces d'exposition. La Grande Arche est légèrement inclinée de 6,3 degrés par rapport à l'axe historique de Paris. En effet, routes, voies ferrées et parkings souterrains déjà existants ne permettaient pas de placer les fondations dans l'axe historique. Il fallait donc les couler là où il y avait de la place. L'architecte a donc dû installer les fondations de la structure de l'arche en fonction de ces contraintes. L'ensemble du bâtiment est desservi par 4 ascenseurs extérieurs. Au total, environ 1000 ouvriers ont contribué à la réalisation du monument et 250 ingénieurs et techniciens ont supervisé le chantier. Le projet est novateur car on y retrouve un mariage des techniques empruntées aux immeubles de grande hauteur et aux ponts. La conception s'est faite par ordinateur et les calculs très complexes ont bloqué l'ordinateur de Bouygues pendant une semaine. La structure se compose de 2 immeubles verticaux constitués de 6 voiles de béton assemblés entre eux par des planchers horizontaux. La base du cube est constituée de 4 mégapoutres de 70 mètres de portée, jetés entre les deux structures verticales comme des ponts. Ces mégapoutres ne reposent sur rien, leurs extrémités s'emboîtent seulement dans la base des structures verticales. C'est un système de prise mâle-femelle. Les mégapoutres sont en béton renforcé précontraint. À l'intérieur, il y a des gaines dans lesquelles on a glissé des câbles d'acier, ensuite repris sur les extrémités verticales puis tendues. Cependant, pour un ouvrage aussi exceptionnel à l'époque, il fallait un béton particulièrement résistant. La solution trouvée au Canada et en Suède est un béton précontraint à base de fume et de silice, alliant solidité et flexibilité, et une meilleure liaison entre les granulats. C'est un mélange homogène et gras. 4 poutres secondaires sont ensuite placées perpendiculairement aux mégapoutres. En haut, le schéma est identique. Les poutres en béton soutiennent le toit d'un hectare. Nous allons maintenant parler de la méthode constructive. La construction a débuté par le sol, puis les 2 immeubles verticaux ont été construits et enfin le début du toit, permettant ainsi le verrouillage de l'ensemble du bâtiment. La symétrie horizontale a permis de tester le matériel de coffrage. Tous les modes opératoires ont été testés sur la plateforme du bas avant d'être reproduits sur celle du haut. Pour couler les poutres transversales du socle, l'entreprise a utilisé un gigantesque cintre métallique mobile de 260 tonnes et 70 mètres de long. Ce cintre décomposé en 3 travées permettait de reprendre les charges de 30 tonnes au mètre linéaire. Pour le toit, la construction fut plus compliquée car on ne pouvait pas préfabriquer les poutres au sol et ensuite les lever à 100 mètres de haut car c'était trop dangereux. Ils ont donc coulé directement le béton à 100 mètres de haut. Afin qu'il se solidifie moins vite, il a fallu concevoir un béton plus fluide mais toujours aussi résistant. Les mégapoutres ont un peu fléchi au début puis elles se sont stabilisées. Les façades nord et sud sont recouvertes de plaques de verre teintées en noir de 5 cm d'épaisseur et sont traitées pour empêcher les déformations optiques et pour résister aux vents de forte puissance. Nous allons maintenant nous intéresser à une coupe du bâtiment montrant la jonction des fondations avec les voiles latéraux et les mégapoutres. Les fondations ont été positionnées en prenant en compte les voiries existantes. Elles sont enfoncées dans un plateau calcaire à 30 mètres de profondeur sous la dalle de la Défense afin d'aller chercher le bon sol. Elles sont constituées de 12 piles, 6 piles en dessous de chaque immeuble verticaux. Ces piles ovales font 7 mètres de diamètre. Chaque pile est couronnée de vérins hydrauliques et de coussins de néoprène, caoutchouc dur mais qui peut se déformer si nécessaire, afin d'absorber les vibrations et les changements structurels. Cet ensemble permet ainsi de supporter les 300 000 tonnes de la structure, soit 3 fois le poids de la tour Eiffel. Ces fondations font partie de la structure mais sans pour autant y être attachées. On peut les considérer comme 2 éléments indépendants. Normalement, les grandes structures, telles que l'Arche de la Défense, sont liées à leur fondation par des barres de fer, nommées armages. Ici, l'arche peut être soulevée indépendamment des fondations. L'arche est seulement posée sur les piles avec pour seule séparation le néoprène.
Ainsi, les mégapoutres assurent le transfert des charges, par l'intermédiaire des voiles, du toit vers les fondations. La structure a été pensée de façon à ce que les forces soient exercées dans toutes les directions, un peu comme dans un dé. Ainsi, sa forme classique, simple, dissimule l'extrême technicité de ces procédés constructifs, mais laisse émerger un attirail technologique moderne.